les lesbiennes en parlent. Ce soir, spécial Amazon. Amazonien lesbienne d'aujourd'hui, à là d'hier à aujourd'hui. Nos invités sont Louise Turcotte, Julie Curry, Joanne Coulon, une fille, Claude Lantra, Brigitte Pascal, et à l'animation, Marika Robert. Et on débute avec notre première entrevue, Louise Turcotte. On sait jamais avec moi. Et non, oui. Je m'attendais à tout de toi, mais ça. Permets-moi de te tutoyer. Ben, on va se parler. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Louise, l'aventure d'Amazon a débuté en 81 par la réalisation d'un documentaire qui s'est appelé Amazon d'hier, lesbienne d'aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce qui t'a motivé à réaliser ce documentaire? Ben, il ne faut pas dire qu'est-ce qui t'a motivé, parce que ça, c'était d'abord avant tout un projet de groupe. Okay. Hein, Amazon, c'était Daniel Charret, Ariane Bonnet, Jenny Perron et moi-même. Et en fait, je ne devrais pas dire dessus, parce que celle qui a vraiment commencé ce projet, c'était Daniel Charret. Et tout a commencé, comme dans le temps, je ne sais pas, tu n'étais pas encore là, mais dans le temps, ça se commençait beaucoup par le chicane. Ah, mais ça m'étonne. Ah oui? Oui. Alors voilà, effectivement, ça avait commencé par une petite chicane à Courfam, où Daniel était, où on avait eu quelques échanges entre lesbiennes à la Courfam. Et donc, suite à ça, il n'y avait pas beaucoup de monde qui était d'accord avec nous autres. Non, on était deux, Ariane et moi. On était d'accord avec nous-mêmes, mais Ça fait pas beaucoup. à ce moment-là. Oui. Il y a demandé si on est contre. Ben voilà, les choses ont changé. Alors, à ce moment, et donc, après cette rencontre-là, Daniel est venu nous voir, Ariane et moi, et ils nous ont dit, ben, ça m'intéresse ce que vous dites, vous autres. Il faudrait peut-être essayer de faire quelque chose avec ça. Moi, en ce moment, je suis dans un groupe de vidéos, et ça vous dirait-tu de faire un groupe, de faire un film sur les lesbiennes, de faire une vidéo sur les lesbiennes. Alors, évidemment, on a dit oui tout de suite. Alors, c'est comme ça que ça a commencé. Voilà, alors le but c'était d'abord et avant tout, je pense que le titre en dit bien, notre but c'était que toutes les lesbiennes en parlent de leur lesbianisme. Oui. Alors voilà, c'était ça l'idée, c'était de dire, ben, on est où, on vient d'où et on va où. Je pense que c'était ça, principalement, ce qui nous disait. Il faut se dire qu'on est en 79 ans, parce que effectivement la vidéo est sortie en 81, mais on a commencé en 79. En 79, bon, les lesbiennes sont dans le mouvement féministe pendant tout le début du mouvement féministe. Et effectivement, on milite dans le mouvement féministe. Il y a le mouvement gay, il y a certaines lesbiennes, mais on ne les voit pas plus à l'époque qu'à maintenant. Et donc, on s'est dit, ben, je pense qu'il faut d'abord essayer de voir qui on est, essayer de dire aux lesbiennes, ben, vous êtes qui, de prendre conscience que nous, on existait et qu'on peut exister par nous-mêmes, ni par le mouvement féministe, ni par le mouvement gay. Et d'abord et avant tout, il fallait savoir comment on a commencé à être lesbienne. Donc, on est allé, on a fait un échantillon de lesbiennes qui étaient autour de nous, et puis on est allé leur poser des questions. Alors, c'est sûr qu'à ce moment-là, il y avait plein de monde, on essayait effectivement d'être le plus inclusif possible, mais je t'avoue qu'à l'époque, la notion d'inclusivité n'était pas très, très développée chez les lesbiennes. Donc, on avait bien marqué au début de la vidéo que cette vidéo reflétait juste les lesbiennes de notre entourage. Donc, c'est ça. Donc, on s'est mis à parler avec les lesbiennes, on a fait cette vidéo, ça a duré 2 ans. Et dans des conditions, je t'avoue que ce n'était pas des petites caméras comme on a ici en fait. C'était quelque chose. Alors, je pense que celles qui ont vu la vidéo savent de quoi je parle.
Alors, K1KA, ça nous a pris 2 ans parce que bon, le matériel cassait. Bref, ça nous a pris 2 ans à filmer et à faire le montage. Et donc, quand le montage a été fini, ben, ce qui nous motivait, c'est-à-dire d'aller le présenter chez les lesbiennes. C'était ça l'idée, c'était effectivement de faire des séances, d'aller parler avec des lesbiennes, d'où le lesbienne seulement. Oui. Et aussi, vous animez chacune des Absolument. séances. La vidéo a toujours ça, c'était quelque chose qu'on s'était dit entre nous. La vidéo sera toujours pour lesbiennes seulement. Et ce sera toujours une d'entre nous qui iront présenter la vidéo. Et surtout, ce qui nous intéressait, c'est, bon, on allait présenter la vidéo dans un groupe de lesbiennes. Ce qui nous intéressait, c'était de provoquer la discussion chez elles. Pas nécessairement de ce qu'elles avaient vu, d'ailleurs, c'est ce que la vidéo provoquait. Bon, ça provoquait des questionnements. Et ces questionnements revenaient dans la communauté où on était, où on le présentait, et ça développait entre elles des questionnements. Et c'était ça qui était intéressant. C'est-à-dire qu'à chaque fois, la vidéo provoquait des questionnements sur les communautés lesbiennes où on allait. Et c'était ça le but. Et je pense que dans ce sens-là, on est allé présenter aux États-Unis. Daniel et Ariane sont allés aux États-Unis. Moi, je suis allée en Europe. Et il s'est promené un petit peu au Québec. Et au Canada. Et au Canada. On était à Toronto, c'est qu'on était pas là. Non, Vancouver. Ah, c'est pour ça. La recherche, c'est pas oui, parce que c'est vrai. On avait fait, on avait fait, en fait, je dois t'avouer qu'on avait fait la version anglaise. Ben oui. Mais je pense que c'était pour aller aux États-Unis. On n'avait pas la confiance vraiment. Bon, c'était ça. Je sais qu'il y a un projet maintenant, et il y a une fille qui veut sous-titrer tout le film. On se demande pourquoi. Hein? Oui, oui. C'est pour favoriser l'autre. C'est parce que le son est complètement pourri. On a c'est un miracle. Et même moi je suis allée à Paris, quand je suis allée présenter à Paris, on avait fait des sous-titres, parce que le son était tellement pourri. Alors à l'époque, écoute, on était dans les années 90, c'était un petit sous-titre à la main. Alors j'avais, je ne sais pas si vous vous souvenez, les petits SE, les petits Mac SE, là, avec la petite cassette dedans. Et puis là, le film projetait, puis c'est moi qui, au fur et à mesure, pesais sur le piton. Mais non, c'est moi qui pesais sur le piton pour effectivement que le son, que les sous-titres arrivent au bon moment. Ça faisait à peu près 300 fois, je le voyais. Je savais d'avance ce que les filles disaient, donc c'est assez facile. Mais là, on va l'intégrer. Ah, ça va être extraordinaire. Ensuite, en 82, tout de suite après, vous avez décidé de créer la revue. Oui, en 80, c'est-à-dire qu'en 82, on n'a encore pas. Oui, effectivement, c'est au mois de mars. Ça, c'est encore une idée de Daniel. C'est encore Daniel qui disait, écoute, ce qu'on avait provoqué, la richesse des discussions qu'on a eues chez les lesbiennes, et il faut dire qu'en 82, il y avait une espèce de fébrilité chez les lesbiennes de se rencontrer. Et c'était la première fois qu'elles parlaient après. Donc, je pense qu'on s'est dit, bon, c'est un momentum, il faut aller plus loin. Et surtout, il faut voir, effectivement, qu'est-ce que ça veut dire, le lesbianisme pour chacune d'entre nous, parce que ça peut dire des choses, ça pouvait dire des choses tout à fait différentes. Et je pense que c'était ça. Souvenez-vous, 79-80, on est dans les débuts des lesbiennes. Ce qui se passe en Europe, c'est la grosse chicane entre féministes et les lesbiennes radicales à l'époque. Il faut dire qu'on ne se disait pas les lesbiennes radicales quand on a commencé la vidéo. Et même au tout début de la revue, c'était pas tout à fait ça encore. Notre pensée s'est développée au fur et à mesure, effectivement, qu'on faisait la revue. Parce qu'on se rencontrait toujours pour les éditoriaux, parce que les éditoriaux au début étaient communs. Donc, on se rencontrait, on se questionnait. Et je pense que peut-être on projetait pas ça, mais on avait des grosses différences aussi entre nous. Donc, on avait des grosses discussions entre nous-mêmes et qui, finalement, nous poussaient à aller développer notre pensée un peu plus loin. Et c'est pour ça que moi, c'est vrai qu'on a toujours eu la réputation à raison d'être très dans la confrontation. Confrontation, oui. Un petit peu. Hein? Mais moi, je pense que la confrontation, dépendamment bien sûr de comment elle est faite, mais c'est ça qui nous fait avancer. Donc, je pense que c'est ça qu'on a fait beaucoup, effectivement, dans le milieu des lesbiennes. On a été très, très dans la confrontation, effectivement, dans le milieu des lesbiennes. Mais moi, je pense que peu importe ce qui peut être les plus mauvais côtés de ce que ça a apporté, ça, on doit effectivement le dire aussi. Mais je pense que c'était effectivement quelque chose qui nous poussait à réfléchir un peu, parce que c'était ça, en fait, la revue. Revue de réflexion politique. Donc, pour nous, il fallait que le lesbianisme devienne quelque chose de politique. Il fallait qu'on réfléchisse, il fallait qu'on provoque des discussions pour faire réfléchir politiquement. Et de réfléchir sur toutes sortes de sujets. De tout le temps. Par rapport à le système. Oui, je me souviens, il y a une lesbienne dans les journées de visibilité, ils disaient, vous autres, les maudites lesbiennes radicales, vous voyez la politique même dans vos céréales le matin. C'était genre. Oui.
Et maintenant? Maintenant. Après ta question dessus. La question qui tue. Regardez juste une fois ça, je savais qu'il y avait une. Oui, il va nous faire plus une, c'est Mais toi. j'espère. Louise. Oui. Louise. Est-ce que, Oui. et j'aimerais que tu sois honnête avec moi, Ah. Ne le suis pas toujours été? Un peu tout d'ailleurs. es-tu devenu riche avec la revue? Je le savais. C'est tout caché aussi, Caïman. Je veux accéder à ça. Mais est-ce qu'on peut dire que Non, tu t'es enrichi intérieurement? Bien sûr, je pense que c'est ça. Non, mais il faut penser effectivement, je pense qu'on n'a pas idée de ce que ça voulait dire. On faisait tout nous-mêmes. Moi, j'étais imprimeur, évidemment, donc c'est moi qui imprimais, mais on faisait tout nous-mêmes, donc on n'a jamais. Et on l'avait un petit peu aussi comme principe de ne pas aller chercher de subventions, de prouver qu'on pouvait faire toutes les choses par nous-mêmes. Tu vois, à l'époque, ça, c'était sûr. C'était vraiment l'idée qu'effectivement, on doit se prendre en main de A à Z. Et ça, c'était le principe. Et on l'a fait. On l'a fait. C'est sûr que ça ne donne pas des belles batailles de même. C'est magnifique, ça. Ah, mais oui. Et C'est juste de l'argent. Donc, merci Louise pour ton implication dans la revue et de ta participation. D'activités pour les femmes qui aiment les femmes. Donc, moi, je suis arrivée dans la revue en 84, et dans le collectif 80 quelque chose. Donc, je vous fais un historique, et ça ressemble à ça, tous les numéros d'Amazon. Moi, je m'entraîne avec ça. On y va. Donc, la revue Amazondia lesbienne d'aujourd'hui. Il était une fois une princesse. Mais non, 4 lesbiennes. Daniel Charlet, Louise Turcotte, Jane Bergeron et Ariane Brunet, qui ont créé la vidéo dont Louise a parlé tantôt, qui s'appelait Amazondia lesbienne d'aujourd'hui. Voici le poster qui a été utilisé. Regardez bien, au bas de l'écran, vidéo pour lesbiennes seulement. On n'a pas parlé si ça avait posé des problèmes. Ah, on va laisser faire. OK. Donc, c'était un documentaire où des lesbiennes de Montréal parlaient de l'historique du lesbianisme, des rôles butch-femmes, le lesbianisme politique, les bars. En 82, il y a eu la création de la revue du même nom. C'était une revue d'échange, d'information et de réflexion politique avec un emphase sur le lesbianisme radical. Voyez le premier numéro, première couverture, et ça s'appelait volume 1, numéro 0. Loulou, pourquoi vous avez appelé ça 0? Ben, on m'expliquait. En fait, on l'avait dit parce que la revue, il y avait juste nous qui l'écrivait.
Il n'y a pas personne qui avait. C'était juste la présentation de la revue. C'est juste une carte qui avait écrit dedans. Donc, on voulait que ce soit une revue. On disait qu'on voulait que ce soit toutes les lesbiennes qui écrivent. Mais pour l'instant, s'il y a d'autres lesbiennes n'écrivaient pas dans la revue, c'était pas vraiment une revue pour nous. C'était vraiment juste la présentation de la revue. Et le but des objectifs. Okay. Et je vous dis, quand on fait la gestion des numéros, là, ça c'est un numéro, mais c'est 0. Mais c'est le numéro 1. Je vous pense que. Donc, qu'est-ce que le lesbianisme radical en 3 phrases? C'est une position politique, c'est un mouvement de résistance et c'est un questionnement sur le système social dans lequel on vit. Les objectifs: contrer l'absence d'espace de réflexion théorique et historique sur le lesbianisme, accorder une place centrale non seulement au lesbianisme comme sujet, mais aussi comme point de vue pour analyser le monde. Créer un réseau d'échange pour lesbiennes et par les lesbiennes. Et le plus important, comme Daniel Charret le dit, sortir du placard. Illustration de Daniel Charret, 82. Qu'est-ce qu'on a utilisé comme matériel pour créer ces revues? On a commencé avec le dactylo. Qui a connu la dactylo ici, là? Moi, j'avais des préjugés. Vous savez, dans la dactylo, il y avait ce qu'on appelle, vous savez, une poignée, là. Moi, j'appelais ça le retour de chariot. Fait que quand je donnais de la formation à des jeunes dans les écoles, je disais au secrétaire, retour de chariot. Mais ils n'avaient pas connu ça. Donc ça, c'était le... Ensuite, la dactylo électrique. Ça conservait... Oui? Il y avait une petite mémoire. Il y avait une mémoire de 2 lignes. Oui. 2 lignes. Parce que si on revient à celle précédente, n'oubliez pas le correcteur. On essayait de ne pas se tromper. Ensuite, et là, la révolution, la boîte Macintosh. Et là, imaginez-vous que on transportait ça. Là. Pour nous, c'était un portable. Hey, c'était lourd, c'était lourd. Et là, on utilisait aussi des disquettes. Rappelez-vous des disquettes? Ça ici, là. Ça brisait. Hein? Ah là là. Que de cauchemars. Ensuite, là, ça c'était la révolution. Waouh! On le transportait toujours. C'était lourd, mais on le transportait. Et ici, l'imprimante à Loulou. Donc, nous étions à l'école Guilford dans un placard. On ne pouvait pas être tous les deux, quand on imprimait, il y avait soit Louise ou soit moi, parce que c'était trop petit. Et là, on regardait les feuilles passer, puis quand il y en a une qui était un petit peu moins noire, je disais « Loulou !» Là, elle arrivait avec ça s'appelle, ses outils. Oups, ça revenait tout noir. Hein, Loulou? On avait tout plaisir. La première observe. On allait acheter ça, hein? Mon Dieu, qu'est-ce que de souvenirs. Donc, Amazon, il y avait une centaine d'abonnés, on faisait à peu près 450 exemplaires et on était distribué dans quelques villes. Parution pendant 6 ans, imaginez-vous, 4 numéros par année. C'était jour et nuit. On écrivait, on imprimait, on vendait, on imprimait, on écrivait, des fois on se trompait, on imprimait avant d'écrire, bref. Et on a commencé à faire des dossiers. Un des premiers a été l'amour à
avec Jim Bergeron. Regardez, on était très humoristique aussi pour les pages couverture. En 84, il y a eu le dossier campagne avec, sur Louise Maillot. Ça a été le plus difficile à entrer sur un. Regardez bien. Les forêts en gorge de céleri, de cressonne, de réforte, d'ail, d'eau d'érable, de pommières, d'épinards sauvages. Ça, c'est une phrase. Ces campagnes, c'était. Puis moi, j'écris sans regarder le texte. Je ne regarde pas le clavier, je regarde le texte. J'ai aïe, réforme, oh, oh là là. Mais ça a été une belle collaboration. Ensuite, on a fait un dossier sur les oppressions, Maria Brunet, où on a parlé, entre autres, de l'inceste, la maternité, être lesbienne et juive, le fascisme, la grosseur. On a fait également un dossier sur l'argent. C'est lui le moins épais, parce qu'on n'en avait pas d'argent. Petit. On a essayé de trouver du monde qui voulait parler de ça, mais dans les livres, on n'en avait pas. Et Daniel Charret a fait une BD. À gauche, Daniel Charret. À droite, Joanne Plomb. Arrêtons de couper les cheveux en 6. Pourquoi ne pas diviser en 4 parts égales, donc 2 $ pour chaque groupe? Ça, c'était des réunions à n'en plus finir. On avait un 10 $. Qu'est-ce qu'on allait faire avec cet argent-là pour tous les groupes qui nous avaient demandé? C'était peut-être 2,50 $, mais c'était pas loin de la vérité. Daniel Joujou. On a également fait avec André Boucher un dossier sur la montée de la droite. Déjà, 86, on en parle encore. Oui, oui, oui. On a parlé du sexisme, de l'extrême droite, les lesbiennes et les real women. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est les real women? Oui. Real, equal, active and for life. Exactement. Réaliste, égalité, actif pour la vie. Puis elles étaient très, très, très politisées, très... réactionnaires. Oui, oui. Et elles travaillaient fort. On les voyait. Fake women, feminists alive and kicking for equality. Bon, on n'avait pas. Oui, la réponse à ça. Oui. Ensuite, on a fait un dossier sur la littérature, sur la presse lesbienne. Donc, si vous voulez découvrir les revues qu'il y avait à Montréal, mais aussi en Europe, ça fait un très bon dossier. Un dossier qui a été très, très, très controversé. Maternité revue et rejetée par Francine Maillet, qui est ici ce soir. Elle se cache. Oui, bravo. Et je vous invite, si vous croyez que la maternité, c'est naturel, je vous invite à lire le dossier. Vous allez voir que c'est un système très bien orchestré. En 90, après le massacre, plusieurs groupes se sont réunis pour écrire des textes dans Amazon. 92, oppression de la grosseur. Contestation de la famille. Pour produire la revue, je vous présente, beaucoup de lesbiennes ont participé. Et ça, c'est les noms que j'ai trouvés à travers toutes les revues. Donc, ça prenait du monde pour faire cette revue-là. Ensuite, j'ai eu l'idée, quelle idée, de numériser l'ensemble des numéros d'Amazon. Donc, le kit Amazon, on y va. Le catalogue, la clé USB et le verre. Donc, qu'est-ce qui est sur la clé? Oui, il y a 27 fichiers, donc ça veut dire un fichier par auteur, l'index, un fichier par numéro,
l'index des auteurs et un article de Louis Turcotte qui nous présente l'itinéraire du lesbianisme radical au Québec. Donc pourquoi moi je voulais faire cette numérisation-là, c'était pour diffuser nos analyses, pour contrer l'invisibilisation des lesbiennes politiques et questionner le système dans lequel on vit. Pour produire cette clé USB, j'ai eu beaucoup de gens qui ont travaillé, entre autres Geneviève Arsico, c'est elle qui a numérisé presque l'ensemble des revues. Brigitte Gouvrette a fait la relecture. Kinura Biol, Nathalie Lemoine a préparé la clé et les fichiers et a préparé le site aussi. Louise Turcotte, qui m'a toujours encouragée. Lâche pas, ma jojo. Je suis rendue au numéro 12. Lâche pas, ma jojo. Je suis rendue au numéro 18. Lâche pas, ma jojo. Ben, j'y suis arrivée. Ensuite, Dominique Bourque, qui m'a aidée. Les éditions Sans Fin. Le réseau des lesbiennes du Québec. Et ce soir, prix spécial, 10 $ pour le kit, le catalogue, la clé USB et le petit verre. Ça ne repassera plus cette offre-là. Moi, je le dépêcherai. On y va maintenant avec une nouvelle publicité. Let's spread the word. Définir l'amour, ben, je pense que c'est l'union complète, là. Ça. Personnalité, sexe, fusion, là, tu sais. Ça se compte, tout ça, ça marche. T'es comme super discrète avec ça, là. Je sais même pas si t'as déjà embrassé une fille. Beaucoup avec le fait que je sois peut-être gay, oui ou non. Oui. Tu voulais pas fumer une cigarette? Je fume pas. OK. Voyons donc! Ça sent le drame de vagin! Juste que ça soit simple. Pas compliqué. Simple. S-I-M-P-L-E. Simple. J'ai toujours dit que t'étais lesbienne. Je suis tellement contente pour toi. Est-ce qu'on croit à l'amour quand on appelle quelqu'un? Ouais, on y croit. Fait que là, c'est fini, les gars. Voyons. C'est donc bien intense. Je t'aime. Bon, il y a un fret, là. Mais non. Tellement.
accueillons Julie Curry. Et elle va nous interpréter de La main gauche de Daniel Messias. Ben, merci à toi, Joël, de me permettre de faire cette chanson-là devant vous. Je trouve que j'ai rarement eu l'occasion de la faire, comme je disais la dernière fois. Là, ça fait 2 fois que je me l'attendais la chanter, là, mais j'ai peut-être chanté 3 fois dans ma vie. Non, mais c'est vraiment un public qui a vu le film et qui comprend, je pense, les prémices de la chanson, dans quel contexte ça a été fait, dans quel contexte ça a été présenté. Je trouve que c'est powerful pour utiliser un mot français. Bon, donc je l'ai dit au début,
Tu travailles, tu es journaliste à FUG depuis 2008, journaliste à la revue Séquence, qui est une revue sur le cinéma, depuis 2012, professeur de cinéma au Cégep Saint-Jérôme depuis 2011 et responsable de communication au Réseau des lesbiennes du Québec depuis 2017. Julie, est-ce que tu as le temps de t'ennuyer, toi? Non, c'est pas la question. Qu'est-ce que le chant t'apporte comparativement à tous tes autres talents? Merci, c'est gentil. Mais le chant, pour moi, c'est vraiment une façon de m'exprimer. Je pense que ça part d'un besoin quand même très, très égoïste. Je veux dire, j'ai ce besoin-là de m'exprimer. Par le chant, pour moi, ça passe bien. Donc, j'espère pouvoir le transmettre aux autres et communautés. Je pense que c'est peut-être la tangente, la similitude qu'il y aurait entre toutes les autres. Le journalisme, l'enseignement, c'est l'idée de transmettre. C'est quelque chose, que ce soit dans la chanson, transmettre une émotion, transmettre un texte, un message. C'est la même chose quand on enseigne, on veut transmettre une matière. Dans mon cas, c'est le cinéma, fait que ça reste quand même très artistique. Le journalisme, cette idée-là de transmettre peut-être mes idées par rapport à la communauté lesbienne dans ce cas-ci. Ça reste un moyen de rentrer en communication avec les autres. Et la même chose quand tu fais des films, c'est transmettre. Oui, c'est cette idée-là de transmettre toujours. Moi, ça paraît pas, mais ça doit paraître. J'ai l'air assez exaltée parfois, mais je suis quelqu'un de très gêné, de très réservé. Le chant, pour moi, c'est comme si j'avais une plateforme d'expression. Un endroit pour m'exprimer. Merci beaucoup, Julie. Merci à vous. Maintenant, ce soir, qu'est-ce qu'on boit, Marika? Oui, disons, on est sur le domaine des ex, de la cuvée Prestige 1982. Donc, idéal vraiment pour l'apéro, 5 à 7, frais en bouche, très fruité. Donc, on accompagne avec l'eau. Merci. Donne-moi ta bouche, voyons les parfums. Donne-moi, voyons les parfums. Laisse-moi t'aimer, laisse-moi t'embrasser. Maintenant, applaudissons chaleureusement Claude Lantrope. Claude Lantrope. Je pensais jamais passer à tout le monde en parle dans ma vie, mais au moins là, je suis passée à toutes les lesbiennes en parlent. Ils vont sûrement t'inviter. Parce que on pariera 5 piastres là-dessus. Ok, je parie. Tu commences par ta chanson? Ouais, ok, ouais. Ok. Encore peut jouer à tout ce qui lui plaît, mais il te dit quand ça lui déplaît. Quand on me touche, je sais ce que ça me fait. Quand il me fait que je me sens aimée. Parfois c'est dur de savoir dire non, mais quand ça me fait non, je sais que j'ai raison. Et quand tu me touches, je sais ce que ça me fait.
truc sur le consentement. Ouais, un truc éducatif, genre. Vous avez pas parlé après ça? Oui, c'est ça. Oui, on parle de C'est ça, ça passe dans Passe-Partout, ça. Non, Non. Ok, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bon, ben c'est ça. Mais moi, je m'en souviens parce que ça fait partie de mon enfance. Mais voilà, puis ça va être. Cette tune-là, elle va passer dans le film de Mathilde, sur un film sur le consentement. J'ai écouté une chanson qui s'appelle La danse des chevaliers, dans laquelle tu intègres les voix de la pièce de théâtre Le voyage sans fin de Monique Wittig. Pourquoi tu choisis Monique Wittig? Ben, premièrement, moi, Monique Wittig, quand je l'ai lu, ça m'a vraiment fessé parce que, comme je me demandais tout le temps, Chris, je suis lesbienne ou je suis une fille ou je suis un gars dans le fond ou dans le fond, je suis comme juste une butch ou whatever. Puis là, Monique Wittig, ouais, c'est ça, quand elle arrive et qu'elle dit les lesbiennes ne sont pas des femmes et tout ça. Puis après ça aussi, quand j'ai lu le manifeste des lesbiennes radicales, tu sais que ça expliquait que, dans le fond, oui, les lesbiennes sont pas des femmes, mettons, en regard de comme dans la sphère privée, mais demeurent dans la sphère publique, mettons. Là, j'étais comme, ah voilà, j'ai tout compris. Fait que je suis comme, à moitié. Dans le fond, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on est. Mais en tout cas, on commence à comprendre les petits bouts. Identité sans fin. C'est ça. Comment? Identité sans fin. Ah oui, c'est ça. Fait que, il fallait que je continue là-dessus, mais. Oui. Dans le fond, ouais, c'est pourquoi j'ai choisi ça. En fait, c'est juste parce que je choisis des tunes de musique classique de compositeurs pour les remettre en forme de trip-up. Puis là, il y avait La danse des chevaliers de Prokofiev. Puis là, j'essayais de trouver des textes féministes qui avaient rapport quand même un peu avec les titres des pièces. Puis là, c'est quand même tough, tu sais, de trouver des affaires que les féministes auraient écrites sur des chevaliers. Puis là, finalement, dans Le voyage sans fin de Monique Wittig, ben, tu sais, c'est une reprise de Don Quichotte de Cervantes et tout ça. Puis finalement, moi, je connaissais pas ça du tout, là, j'ai juste tombé là-dessus sur YouTube. Puis là, quand je me suis mis à écouter, il y avait certains extraits de pièces qui étaient disponibles sur Internet. Puis là, en fait, elle m'a fait connaître l'œuvre, tu sais, puis j'ai trouvé ça vraiment cool, tu sais, qu'elle ait repris ce texte-là, mais joué par des femmes. Puis, tu sais, le rapport à toute l'espèce de construction d'un monde imaginaire là-dedans, de comme, tu sais, que je voyais vraiment en lien avec, tu sais, qu'on est dans un monde imaginaire dans le sens que, tu sais, les constructions sociales, tu sais, des sexes, des genres, de l'hétérosexualité, tout ça. C'est des constructions imaginaires, c'est du symbolique, mais tu sais, Don Quichotte, il est quand même si c'est bien imaginaire son affaire, lui c'est sa réalité quand même, puis pour lui c'est la vérité, puis c'est sa réalité, tu sais, puis je trouve que ça faisait lien avec ça dans le sens que tous ces systèmes-là imaginaires qui sont construits, malgré tout, pour nous, ça n'en demeure que c'est comme notre réalité quand même, puis c'est la façon qu'on envisage le monde. On avait accès à la numérisation des articles, fait qu'on a feuilleté un peu ça, puis on s'est dit on va en discuter, puis on a enregistré une discussion. Puis, en fait, finalement, on pensait parler d'articles en particulier, mais on a juste parlé de notre sentiment plus général là, par rapport à notre découverte de l'existence de cette revue-là. On est aussi invisibilisés comme lesbiennes, puis il y a aussi de la lesbophobie dans le milieu queer, puis on a aussi de la misère à trouver nos cartes et notre place dans ce milieu-là, en fait. Ouais, t'as lu sur l'histoire aussi des lesbiennes, de plus en France, puis aussi genre la division justement entre les lesbiennes féministes, les lesbiennes radicales, les lesbiennes séparatistes aussi, mais comme plus en France, puis là de voir aussi que ça avait eu comme une genre d'histoire semblable aussi, puis c'est comme il y a eu des échanges en fait dans cette histoire-là entre ici puis en France aussi, puis comme notamment aussi aux États-Unis finalement. Nous passons maintenant à notre dernière publicité avec Dominique Bourque. J'invite Dominique. Ah oui, elle est bonne la technique. Merci. Et moi-même, avons créé les éditions Sans Fête et nous allons nous faire live notre publicité. Une anti-publicité. Oui. Nous ne sommes pas de cette génération où on
fait la promotion de nos idées et de nos valeurs. C'est complètement étranger à notre perspective sur le monde. Donc, on va plutôt vous parler brièvement des éditions sans fin. Je pense que ce qu'on vient d'entendre nous a mis dans un autre état. Et je pense que c'est une discussion que nous devons avoir, à laquelle nous devons faire une place. Je pense que nous devons apprendre à nous parler. Je pense que c'est essentiel. Il va y avoir le 27, j'ai su ça aujourd'hui, c'est un scoop, le 27 octobre, une rencontre lesbianisme queer. Donc, lorsqu'on aura plus d'informations, nous vous informerons. Je pense que c'est important que ça ait lieu pour justement dissiper des malentendus, clarifier des positionnements. Alors donc, on en vient à quelque chose d'un peu plus léger. Alors donc, le nom des éditions sans fin s'inspire de la pièce de théâtre de Monique Wittig, Le voyage sans fin, qui est une reprise ludique du roman de Cervantes et qui lesbianise les deux protagonistes de ce roman-là et leur quête de justice et de liberté. Alors, je n'en dis pas plus, mais je vous invite à lire cette pièce-là. D'ailleurs, ce serait formidable, parmi les dramaturges, les jeunes, que cette pièce soit mise en scène et qu'on puisse la voir ici à Montréal. Je lance cet appel. Je sais qu'il y a Marie-Claude Garneau qui fait du théâtre. Peut-être que je devrais lui envoyer un message, mais ce serait une pièce formidable à mettre en scène aujourd'hui. Alors, les éditions sans fin, donc nous publions des œuvres de lesbiennes, des œuvres de réflexion, de création et militantes. Nous essayons de créer des ponts entre ces dimensions-là, parce qu'on pense que c'est comme ça qu'on sortira des tours d'ivoire dans lesquels chacun se retrouve, de par le système dans lequel on vit. Et donc, on a produit plusieurs ouvrages. Le dernier était Portrait d'illustre Butch d'Héloïsa Quinault, qui en fait c'est une collection de zines qu'elle a publiée autour des années 2009-2012. On a aussi publié une bande dessinée de Daniel Charret et Laura Bernard, qui normalement aurait dû avoir une suite, mais bon, les circonstances ont fait que c'était impossible et surtout elles ont travaillé comme des folles. C'est incroyable, elles n'avaient pas réalisé ce que ça signifiait de continuer sur cette lancée-là, où si vous regardez bien là, les détails pour les gens qui sont en art plastique, là, c'est un travail énorme qu'elles ont fait, mais formidable et fascinant. On vous invite à Elle aurait aimé faire 10. Oui. Malheureusement, on n'en a qu'un, mais il est précieux. Nous avons aussi publié des entretiens que Michel Causse, autre lesbienne extrêmement intéressante et stimulante sur le plan des idées et de la réflexion au niveau des mots, a accordé à différents moments de sa vie. Et donc nous avons publié ce recueil d'entretiens. Nous avons également rendu hommage à une lesbienne matérialiste, puisque c'est le terme qu'utilise Monique Wittig, une lesbienne matérialiste qui s'inscrivait dans la première mouvance du féminisme matérialiste, Nicole Claude Mathieu, qui est décédée en 2014, et donc nous avons voulu lui rendre également hommage en faisant un appel à texte. Et donc nous avons été très enchantés de pouvoir lui rendre cet hommage-là. Le prochain ouvrage que nous allons publier est un ouvrage de... Alors il y a aussi évidemment la production du DVD sur le colloque Artivisme lesbien à l'ère de la mondialisation qui a eu lieu en 2016 à l'Université d'Ottawa, dont Kimura Lemoine a fait un film qui reflète sa vision de ce colloque. Ça n'aurait pas été la mienne, ça n'aurait pas été celle de Joanne, mais c'est quand même intéressant de voir le point de vue qu'elle avait sur ce colloque-là.
Et puis le prochain ouvrage, c'est une anthologie de textes de Claude Michard, sociolinguiste, qui s'interroge donc sur les usages de la parole et sur le fonctionnement du sexisme dans la langue. Elle aussi mène une réflexion, un début de réflexion sur l'écriture inclusive, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Et elle pose des questions qui me semblent, moi, très pertinentes pour réfléchir, parce que c'est facile d'adhérer, mais il faut aussi prendre le temps de réfléchir et de se poser des questions. Pourquoi faut-il être visible? Visible est un terme à la mode aujourd'hui, très 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 prégnant. Pourquoi faut-il être visible et à quel titre faut-il être visible? Est-ce qu'il faut être visible en tant que corps sexué ou est-ce qu'il faut être visible en tant que personne, en tant que ayant une vision du monde, etc. Donc, c'est un terme, ça, qui est peut-être à mettre entre nos mains pour qu'on puisse en discuter, de même que le terme identité aussi, qu'on pourrait aussi aborder avec un certain recul que je trouve qu'on n'a pas beaucoup aujourd'hui. Alors voilà, donc est-ce que j'ai oublié quelque chose, Joanne? Oui, j'ai oublié de remercier toutes les lesbiennes qui travaillent avec nous et qui nous soutiennent. Et j'aimerais remercier tout particulièrement Denise Veilleux qui a fait un travail formidable sur le prochain livre que nous allons publier. Merci infiniment, Denise. Alors, les éditions Sandrin, dans la tradition d'Amazon Pierre lesbienne aujourd'hui, sont non financées par les gouvernements. C'est autogéré. Donc c'est un travail que nous faisons avec toutes celles qui nous aiment. Voilà. Alors, merci infiniment. D'autres choses? Joanne, est-ce que tu veux nous parler des éditions sans fin? J'adore les éditions sans fin. On peut dire qu'avec cette soirée, je clôt mon aventure avec Amazon. Je travaille depuis 1984, pas toujours à temps plein, mais mettons que les 3 dernières, pas loin, oui, depuis les 3 dernières années pour préparer les fichiers. J'aimerais remercier toutes les lesbiennes qui se sont impliquées dans la revue. Et ça se fait pas tout seul, C'est vraiment une collaboration, de l'entraide. Vous voyez, ce soir, c'est une des premières fois où j'ai eu autant d'aide. J'étais impressionnée, je vais t'engager, Très bon. Non, c'est la première fois, d'habitude, c'est moi qui fais tout. Donc, je vous remercie beaucoup. Et dernier merci à ma blonde, Céline, qui m'accompagne dans ce grand voyage de militantisme. Je vous dis que c'est quelque chose. Et,